Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et donc, je voudrais tout simplement rassurer M. Aboum de réaliser que le peuple est derrière lui et que nous ferons tout pour que cette victoire soit effective dans toutes ses son contenu. Et je suis obligé de me retirer parce que justement je dois répondre à d'autres obligations et je souhaite bonne réussite à cette assise. Je suis pressé toujours de terminer jusqu'à la fin. Souhaité, nous sommes largement en deçà des prévisions que nous avons faites. Donc je tiens à féliciter Monseigneur Podjo et toute la dynamique pour cette initiative parce que nous sommes en face d'une réelle conférence débat dont le but est de partager le savoir et la culture démocratique avec notre peuple. Et cela prouve aussi que la dynamique Podjo est soucieuse de la culture démocratique de notre peuple. Je voudrais féliciter le professeur Aboki Richard pour la nature brillante de son intervention. Il a démontré encore qu'il est un professeur assez brillant et je crois que les étudiants qui sont passés chez lui, qui ont reçu sa formation, sont des étudiants qui sont bien formés. Alors, son intervention a situé dans l'histoire le rôle de la violence dans la conquête et l'exercice du pouvoir au Togo. Et nous avons pu comprendre que la violence d'État n'est pas que l'apanage des régimes de la dynastie des Gnassingbé et que cette violence d'État a été inaugurée dès la colonisation, parce que la colonisation a soumis notre peuple par la violence, à travers la violence. Et cette violence a été reprise par les premiers régimes politiques que nous avons connus. Le régime de Nicolas Kruniski, qui n'a pas été exempt de cette violence-là, qu'il a exercée aussi, parce que Nicolas Kruniski a été le premier ministre de l'autonomie. Ça a duré, je crois, 2 ans, et c'était également un régime de violence. Et après, à partir de 1958, l'avènement de Sylvanus Olympio comme Premier ministre d'abord, et à partir de 1960 comme président de la République, jusqu'en 1963, son régime a été également un régime où la violence d'État a été exercée contre les populations. Et après, à partir du coup d'État, 67, l'avènement de Gnassingbé Eyadema, son décès en 2005, l'avènement de son fils Faure Gnassingbé, et toute l'histoire de notre pays a été émaillée de violence, surtout en ce qui concerne la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais je voudrais préciser que, ou en tout cas je voudrais m'interroger sur la responsabilité de chaque acteur face à l'exercice de la violence d'État. Est-ce que la responsabilité qui est celle du président Sylvanus Olympio, du président Gnassingbé Eyadema, pendant une époque de 67 jusqu'à la conférence nationale, de la conférence nationale jusqu'à sa mort en 2005, et à partir de 2005, l'avènement de son fils. Parce que je pense que quand on prend par exemple les statuts du parti unique et un certain nombre de lois qui avaient été instaurées à l'époque, il est clairement dit que aucune activité politique ne pouvait être exercée en dehors du parti unique RPT. C'était une loi qui existait, qui était claire, que tous ceux qui exerçaient une activité politique en dehors du RPT étaient en infraction.
à l'époque de Sylvanus Olympio, je crois qu'il avait existé aussi des lois qui, à mon avis, pouvaient légitimer l'exercice de la violence d'État. Et quelle est la responsabilité de Sylvanus Olympio dans l'exercice de cette violence d'État? Parce que, à partir de 1990, la société togolaise a souscrit à un contrat démocratique. Et la démocratie, le processus démocratique a commencé à partir de 1990. Et lorsque, à partir de 1990, on exerce la violence d'État, je pense qu'on a des responsabilités face à l'exercice de cette violence. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, depuis que Eyadema était arrivé au pouvoir en 1967, puisque la violence d'État qu'il avait exercée était légitimée par les lois qui existaient à l'époque. J'en ai cité une tout à l'heure que on ne pouvait pas exercer une activité politique en dehors du parti unique. Et également, sous Sylvanus Olympio, je crois qu'il y avait une légitimation de l'exercice de la violence d'État. Est-ce que, au final, ceux qui, à partir de 1990, donc je veux dire une partie du règne de Yadema et tout le règne de Faure Gnassingbé, est-ce que ceux-là n'ont pas plus de responsabilité dans l'exercice de la violence d'État à partir du moment où, en 1990, toute la société togolaise a souscrit à un contrat où la démocratie était le principe de gouvernement et que la conquête du pouvoir et son exercice ne pouvaient plus être exercée ou faite par la violence? Donc voilà un peu, la question est assez... La première question porte sur l'armée, le rôle de l'armée dans le jeu politique au Togo. Bien, alors, le Togo a été dans une situation particulière que, après la défaite de l'Allemagne et le partage du Togo entre la France et la Grande-Bretagne, nous étions un territoire sous tutelle. Donc, directement administré par les Nations Unies, mais c'est la France qui était la puissance, disons, qui est sur place, au nom de la SDN, pardon, et qui était chargée d'administrer le territoire. Donc, vous voyez que dans l'époque, bon, beaucoup de Togolais, certains sont allés dans les armées européennes, ont combattu, mais beaucoup moins chez nous ici que par exemple au Bénin ou au Mali, dans les autres territoires. Donc, les Togolais ne pouvaient pas aller, on ne pouvait pas recruter des militaires, des soldats ici. Alors, tous ceux qui voulaient s'engager allaient au Bénin, allaient, disons, au Dahomey, pour s'engager dans l'armée française. Mais en dehors justement de cette situation juridique, il y avait un phénomène culturel dans la sous-région, ici. Dans notre sous-région, vous savez, avant la colonisation, du 15e au 19e siècle, il y a eu la traite. Et la traite des esclaves a introduit des modifications, des changements, disons culturels, matériels, mais beaucoup plus dans les régions qui sont au bord de la mer, au sud, que dans les régions septentrionales. Et je pense ne pas dire des bêtises en soulignant que ce que j'appelle les différences de temporalité. Le Sud vivait au temps du monde. Le temps du Sud, c'était le temps du monde. C'est-à-dire quand les bateaux viennent, quand les commerçants viennent, quand les produits viennent, mais ils étaient d'abord débarqués à Nero. Le port de Lomé de Togo était d'abord là-bas avant de... Donc les commerçants s'étaient établis à Nero, les Fabre et autres et tout le reste, les Armendines, les Chrysler. Donc les de Souza, tous ceux qui ont pu participer au commerce. Donc forcément, c'est le Sud qui a bénéficié. Et donc, compte tenu de la prospérité relative de cette zone, l'arrière-pays d'Anéro, c'était le pays Ouachi,
où il y avait le palmiste que l'on exportait vers l'Europe. Donc, aller dans l'armée, pour eux, ce n'était pas, disons, un travail ou une solution nécessaire. Le pays kabyle, au nord, la région est plus difficile. C'est des terres qui sont ingrates. C'est des terres rocailleuses, c'est des régions de montagne. Et où la vie est beaucoup plus dure que dans les régions septentrionales. Donc, l'armée est un exutoire pour nos compatriotes de cette région. Donc, beaucoup se sont partis pour aller s'engager au Dahomey. Mais une autre question importante à l'époque aussi, c'est que, et c'est ça, je sais que les Togolais n'aiment pas en parler, c'est qu'à l'époque coloniale, une partie de notre pays et nos compatriotes comme Losso ont subi ce que j'appelle un véritable traumatisme ethnoculturel. Traumatisme ethnoculturel. Vous savez, je vais vous faire un aveu qui va vous surprendre. Quand j'étais étudiant à Paris, un jour, j'étais parti à la bibliothèque de la Sorbonne pour travailler sur le Togo parce que je faisais une maîtrise sur le système de production en pays kabyle et émigration. Comment l'immigration a agi sur le pays kabyle pour ce qui concerne les flux migratoires vers les zones de production de café, de cacao, vers l'Est, mono, etc. Même quand vous prenez le pays Tchokossi, Mango, etc. Mais je me suis rendu compte que ce que les ethnologues de l'époque coloniale écrivaient sur nos compatriotes du Nord était horrible. Était horrible. On les décrivait dans des termes que je ne peux pas répéter ici, mais qui sont indignes des gens qui prétendent vouloir justement restituer l'histoire ou la culture des autres peuples. Tout simplement parce que, ne nous y trompons pas, les sciences humaines ne sont pas des sciences exactes. L'économie, ce sont des disciplines paralittéraires, l'économie, le droit, la philosophie, la sociologie, la psycho, tout cela. Mais il y a une grande part d'idéologie qui est sous-jacente à ces sciences-là. Et donc forcément, ce que je disais au départ, qu'il y a une réduction de l'autre au même, dès l'instant où l'autre ne vous ressemble pas, ne dit pas la même chose, ne mange pas la même chose, ben c'est un sauvage. Alors, ce qui fait que ce traumatisme que les Kabyles ont ressenti, mais c'est quand on les a déportés dans les zones de production de café et de cacao, ils sont constitués en minorité ethnique. Ils sont des enclaves ethniques, ils sont métayés dans le Litimé, ils sont métayés dans la région de Kruto. Mais quand il y a une minorité ethnique qui ne pratique pas la même langue, qui n'a pas les mêmes habitudes alimentaires, et qui n'a pas les mêmes référents culturels, à partir de ce moment, ben, ils sont considérés comme des étrangers. Dans les systèmes de représentation de l'époque, c'est considéré des étrangers. Donc, ce qui explique que les villages de colonisation, le long des voies de communication, à partir de 1905-1907, quand on a construit la ligne de chemin de fer pour aller à Nérope, à Limé, à Tapamé, mais que c'est ces personnes-là qui ont été utilisées pour construire les voies de communication. Donc, ça a créé des antagonismes avec les populations locales. Jusqu'en 1955. En 1955, quand on a créé des villages de colonisation dans l'Est mono, mais le colon, il dit quoi? Quand il arrive dans l'Est mono, il dit aux populations, mais il y a des terres vacantes et 100 mètres chez vous, des terres qui sont inoccupées. Vous êtes là, mais regardez tout l'espace que vous occupez. Ces terres-là, ça n'appartient à personne. Donc, juridiquement, ils ont décrété qu'ils sont en terres vacantes et 100 mètres. Et que donc l'État, la colonisation, c'est elle a le droit de propriété éminente. Le droit de propriété éminente sur ces terres. Et donc, que le colon pouvait en disposer. Et l'aviation coloniale a installé, a voulu installer des villages de colonisation dans l'Est mono. Les populations se sont rebellées, ils ont dit non, que ça ne se passe pas comme ça, que ce sont des réserves. Les terres qu'ils disent vacantes, ce sont des réserves, et que donc, bon, il y a eu des problèmes, donc forcément, la colonisation a créé des antagonismes. Donc ce traumatisme a fait quoi? A fait que l'exutoire des populations du Nord, dans une certaine mesure, certains, aller dans l'armée, c'était une solution
idéal, c'est-à-dire vivre dans le couteau, dans le Litimé. Le Litimé était encore beaucoup plus humain, à mon avis, que dans le couteau. Mais disons que cet exutoire, c'était partir, et c'est la raison pour laquelle la plupart de nos compatriotes, dès l'indépendance, sont revenus. Beaucoup étaient des compatriotes du Nord, et même dans les éléments qui étaient ici avant que Olympio ne prenne le pouvoir, c'était des éléments à l'époque coloniale qui étaient des soldats ou des policiers, le plus souvent venant des régions du Nord. Alors, mais quel est le problème? C'est quand Olympio est devenu président et que la France a renvoyé dans leur pays d'origine les anciens combattants. La France a dit, ben, reprenez vos compatriotes. Olympio a dit non, c'est à vous. C'est vous qui les avez utilisés, c'est vous qui les avez envoyés en Indochine, c'est vous qui les avez envoyés en Algérie. Et donc ils ont tiré prétexte de ce phénomène. Je sais qu'à l'époque, des gens que je connais très bien sont venus voir Olympio en disant, attention, c'est un piège, il vaut mieux les prendre tout de suite pour éviter. Mais c'était un piège qui lui avait été tendu. Et je crois que quelque part, mais ce piège a fonctionné. Et donc quand Yadema est arrivé au pouvoir, mais Yadema, c'est l'incarnation du traumatisme kabyle. Il l'a incarné. Et il a voulu prendre une revanche. Il a voulu prendre une revanche sur je ne sais quoi, pas sur l'histoire, mais sur le rapport interethnique. Et donc forcément, il a compris très vite que en mettant uniquement dans l'armée, en recrutant systématiquement les gens d'une certaine région dans l'armée, il pouvait ainsi assurer son pouvoir. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Et par voie de conséquence, on a exclu beaucoup d'officiers de l'époque, quand par exemple, dès 60, nos premiers aînés qui sont partis en France, qui sont allés à Saint-Cyr, qui sont revenus. Mais par la suite, ils ont été éjectés de l'armée. Je connais Atigla, je connais Foumé, je connais Bandera, je peux les citer. Ils sont nombreux qui ont été éjectés de l'armée. Il y a certains de nos collègues, de nos amis qui étaient basés à Damakara, mais qui étaient gênés à l'intournure, qui étaient très gênés parce qu'ils sentaient une hostilité. Il était dans l'armée, mais ils sentaient une hostilité. Vous pouvez voir par exemple que un homme de troupe peut défier un capitaine ou un colonel de l'armée, tout simplement parce qu'il est du Sud. Ça s'est produit avec mon ami Lawson Francisco, une fois à l'aéroport de Lomé, où Yadema devait venir, où un certain nombre de troupes Balouki, qui n'avaient pas le même grade que lui lorsqu'on est sorti de Saint-Cyr, qui l'a embêté devant tout le monde, alors que généralement dans l'armée, les sous-offres doivent du respect à ceux qui sont en avant sur eux. Il s'est plaint de cela. Donc la politique de tribalisation de l'armée à outrance est liée à la conservation du pouvoir, et c'est cette politique que Yadema a menée. Je crois que personne ne s'est trompé là-dessus, et donc, mais appuyée massivement par la France. Je vais vous donner une information. Quand Mitterrand est arrivé au Togo en 1983, il devait venir le 13 janvier 1983, et les gens lui ont expliqué que le 13 janvier, c'est la date de l'assassinat de Sinan Olympio, donc ils viennent le 14, que le 14, c'est pas le 13. Donc il est arrivé le 14, et j'étais à l'époque directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères, et il y a eu une séance de travail à l'hôtel 2 février. 2 février, c'était en 81, entre Mitterrand et Claude Chesson, qui était son ministre des Relations extérieures. Et du côté togolais, il y avait le président Yadema, il y avait le colonel Armei, il y avait le ministre Ariagnon. Et comme j'étais directeur de la coopération, j'étais présent comme secrétaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le président Yadema a pris la parole, il a demandé à Mitterrand, il dit, bon voilà, nous avons un certain nombre de soldats, d'officiers, de pilotes qui ont été formés par l'armée togolaise et qui se sont retrouvés en France. Voici la liste de ces personnes, il faut nous les renvoyer. Mais quand vous prenez la liste, vous voyez que c'est des gens
qui ont fui le Togo parce que ils étaient, non pas, disons, comment dirais-je, incompétents, mais ils étaient en difficulté politique et ethnique, ils ne supportaient plus. Et sur la liste, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'une autre région que la région septentrionale. Alors, après, on a expliqué à Mitterrand. Mitterrand a dit, bon, vous savez, Monsieur le Président, en France, c'est le secteur privé. Ces gens, je suis sûr ils travaillent pour des compagnies d'aviation privées, mais je vous garantis, j'essaierai de voir dans quelle mesure ces gens ne sont jamais revenus. J'ai retrouvé des pilotes togolais aux États-Unis qui ont fui le Togo. Qui ont fui le Togo uniquement parce que dans l'armée togolaise, ils ne pouvaient plus servir. Donc la tribalisation de l'armée, dont on nous dit souvent que le noyau de l'armée, c'est Pia. Mais à partir de ce noyau, il y a des changements d'alliance. Ces changements d'alliance, c'est tantôt Bassar, c'est tantôt Pagoуда, c'est tantôt Sokolé. Quand tu vois Ayeva, chef d'état-major, tu vois Bonfo, chef d'état-major, etc., etc. Mais le noyau, le cœur de l'armée reste et demeure à Pia. Donc, forcément, l'armée est le garant de la dictature. Il faut changer le recrutement dans l'armée, il faut changer. Quand on nous parle, on dit ah, l'armée, mais l'armée est démocratique, républicaine, loin s'en faut. Quand vous êtes tout le temps entre vous, des gens de même région, parlant la même langue, vous considérez les autres comme vos ennemis. C'est vrai que le Kabylie et le Vé sont les langues nationales depuis 1975. Mais quand vous prenez une compagnie et que les gens qui sont là-bas parlent la même langue, on leur envoie faire une répression. On dit il y a des manifestants à Décon, allez là-bas. Mais comme ils parlent la même langue, ils arrivent à Décon, ils considèrent que mais les gens de Décon, c'est leurs ennemis. Ils n'ont rien à faire avec eux, ils n'ont pas de parents avec eux. Donc, on peut multiplier les exemples, mais je crois que l'armée joue ce rôle. Et il faut des gens pour que cela change, pour dialoguer avec nos officiers, pour leur expliquer que ce jeu leur est défavorable. C'est-à-dire, bon, à court et à moyen terme aujourd'hui, ils ont des avantages, mais il y a une interpénétration dans nos sociétés. Est-ce que, par exemple, les officiers du Nord n'ont pas d'épouses ou ne font pas des enfants avec des femmes du Sud? Donc, je crois qu'il y a un travail à faire. L'armée est garante justement de la dictature, ça c'est certain. Mais demain, je pense que des gens parmi nous qui sont suffisamment éclairés, lucides, pourront, par des dialogues constructifs, arriver à changer la donne. Ça, c'est ce que je peux répondre à votre question. La question de M. Ati. Vous savez, l'histoire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes d'accélération, il y a la vitesse, mais il y a l'intensité. L'intensité, c'est l'accumulation des faits à un degré tel que, bon, mais la vitesse, c'est le déroulement rapide dans le temps. Mais quand vous prenez la période de 70 à 2020, pratiquement, puisque c'est cette période-là qu'il a véritablement indexé, parler des responsabilités. Avant 70, les nationalistes togolais, leur seul objectif, c'était de faire tomber le régime de Nicolas Kruniski. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas ici. Il y a eu au Togo les événements du 21 novembre 1966. 21 novembre 1966, les gens se sont dit, bon, Meachi, Kruniski, il y a des différends entre eux, il faut qu'ils partent. Ils ont pris attache avec, d'abord il y a eu Boudjolé est parti, et Adema, cherchant à s'allier avec l'armée, à avoir le soutien des Adema pour pouvoir faire partie de l'UNISC. Et Adema a donné son accord pour qu'il y ait eu les manifestations du 21 novembre 1966. Et quand les manifestations ont commencé, quelqu'un est parti dire à Adema qu'au grand marché de Lomé, qu'on est en train de frapper les Kabyliens, en leur disant d'aller au nord pour aller vendre leur marché. C'est-à-dire que le marché de Lomé, ce n'est pas un marché kabyle, il faut aller au nord. Alors, Yadema appelle les organisateurs, dit voici ce qui se passe au marché de Lomé. On me dit qu'on est en train de menacer les Kabyliens, donc il faut arrêter tout de suite les événements. Mais c'était de la
manipulation. C'était de la manipulation. Et pendant que les gens manifestaient tranquillement avec le soutien de l'armée togolaise, donc l'armée n'était pas comme ça au départ, les militaires sont rentrés dedans et ça a été la dépendance. Après, bon, évidemment, Brzezinski est parti, il y a eu un pouvoir intérimaire. Quand Yadema est arrivé, on lui a laissé toute l'attitude. Mais au départ, la France a voulu associer au pouvoir militaire des intellectuels togolais, les gens qui ont créé le RPT. Nous avons rendu hommage tout à l'heure à notre compatriote Edem Kodjo. Edem Kodjo fait partie des gens qui sont les inspirateurs idéologiques du RPT. Lui Megan fait partie de cela. Kujolu Dogo fait partie de cela. Polycarpe Johnson fait partie de cela. Gervais Djondo, et j'en cite des meilleurs. Mais très vite, Yadema a créé deux pouvoirs. Quand il prend les décisions, il les prend avec les officiers au camp avant d'en parler aux civils. Yadema avait un mépris profond pour les civils. Profond pour les dit, c'est les militaires. Donc il y avait cette hypocrisie. Les gens étaient associés, mais uniquement de façon superficielle. Donc, très vite, certains sont partis, mais d'autres ont continué. Mais le recrutement qui a été fait, je vous prie de m'excuser, mais quand vous êtes dans un système qui vous demande de perdre votre dignité, si vous restez là, franchement, je crois que ceux qui sont restés, c'est parmi les médiocres qui sont restés et qui ont fait des démonstrations de leur médiocrité pendant toute la durée de ce régime. Moi, je crois que c'est la responsabilité historique à un moment donné. Vous pouvez, quand vous avez un parti que vous voulez changer, vous pouvez faire de l'entrisme, entrer dans le parti, dire je vais le changer de l'intérieur. Et puis quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire, mais vous partez. Mais ceux qui restent, soit ils ont les pieds et mains liés, et ils ne peuvent pas partir. Et donc forcément, moi je ne veux jeter la pierre à personne. Pourquoi? Parce que, et c'est ça la réponse que je peux vous apporter, j'en ai terminé, entre la période de la lutte pour l'indépendance et la période post-coloniale, il y a une rupture dans notre génération. Les gens qui nous ont conduits à l'indépendance, c'est des gens qui avaient un sens élevé de la dignité, qui avaient un sens élevé de la famille, qui avaient un sens élevé de l'amitié, et qui n'avaient pas grand-chose, qui n'étaient pas riches, mais qui ont fait des sacrifices pour que nous devenions indépendants, et qui avaient un sens élevé des valeurs. Mais notre génération, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons après l'argent, mais je dis c'est normal, parce que le monde a changé entre 58 et aujourd'hui. Nous courons après l'argent. Quand vous sortez des universités européennes, américaines, ici, vous voulez travailler, vous êtes 1000, or il n'y a que 15 places. Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir votre cousin qui est colonel dans l'armée en disant, ben, mon cousin, je veux travailler au port, est-ce que vous ne pouvez pas m'arranger ça? Il vous l'arrange et vous devenez responsable du port au détriment de celui qui est compétent. C'est comme ça que nous avons traîné pendant longtemps les éléments les plus médiocres dans les régimes que nous avons connus. Et je crois que la responsabilité incombe aux premiers dirigeants. Ceux qui l'ont servi n'étaient que des otages, en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Ça fait partie aussi dans les relations familiales. Que une fois, vous savez, j'ai vu à la télévision togolaise deux jeunes filles acheter des fleurs et courir à la Macara. C'était des journalistes, des photographes. Elles arrivent à Pierre, elles disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire. Ils disent, nous sommes venus offrir des fleurs au général et à Adema. C'est la TV, te donne la clé qui les a renvoyés. Il dit, vous retournez à Lomé tout de suite, ou vous perdez votre travail. Mais le parti unique, la dictature qui distribue de l'argent pour beaucoup de Togolais qui n'ont pas de moyens. C'est la nouvelle Jérusalem pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est la nouvelle Jérusalem, mais l'argent est là, mais il faut aller prendre, il faut aller chercher. J'ai même pris une confidence de quelqu'un qui m'a dit, je suis parti là-bas, on m'a donné, je m'attendais à avoir des millions, je n'ai eu que 100 000, et depuis je ne suis pas retourné. Alors, c'est vous dire que le contexte dans lequel nous étions est tel que les gens étaient, ceux qui n'étaient pas suffisamment armés psychologiquement, étaient obligés de se prostituer
intellectuellement, physiquement, devant leur famille. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Et par rapport à la politique de Gnassingbé Adema, à partir de 2005, les choses sont allées de mal en pire. C'est pire maintenant que de 70 à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la no gentry, c'est toute une nébuleuse de cadres, les avocats, les francs-maçons, les architectes, qui encore, et d'autres, mais qui veulent s'enrichir très vite, puisque la possibilité leur est offerte de s'enrichir très vite. Même les diplomates étrangers, quand on vous donne 5 milliards de francs CFA à un diplomate, divisé par l'euro 655, ça fait 7 millions d'euros, 7 millions 700 000 euros, mais pratiquement pour certains, c'est toute leur carrière qu'ils touchent en une seule fois en aidant la dictature. Mais comment voulez-vous que ceux qui sont faibles ne puissent pas succomber à ces tentations? Donc, responsabilité, c'est vrai, mais il faut tenir compte du contexte et aussi de la puissance des dictatures. Voilà, merci, j'aimerais terminer. Merci beaucoup et je voudrais remercier Monseigneur et les sages qui jouent un rôle ô combien précieux auprès de Monseigneur pour cette initiative-là qui a été prise la première fois, comme M. Mondi était en train de le dire. Et vraiment, même pour ceux qui étaient en retard, on en a tiré pas mal de choses édifiantes. Oui, pour répondre à cette question, je crois qu'il y a eu, vous avez pris connaissance du communiqué qui a été rendu public, le communiqué de la dynamique sur l'action que le président élu a intenté contre la présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit de remettre en cause, de demander l'annulation pure et simple de ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale et qui a permis de lever les deux immunités dont bénéficie notre président élu. Les avocats se sont basés sur un certain nombre d'irrégularités qui ont été relevées dans la procédure. D'abord, il a été constaté que la procédure ne s'est pas déroulée de manière à permettre au président élu de pouvoir se défendre. On aurait dû lui communiquer au moins une pièce du dossier, mais qui se trouve être une pièce importante et qui contient, il s'agit d'une clé USB qui contient les éléments sur lesquels le procureur s'est basé pour demander la levée d'immunité. Alors on peut comprendre la moindre des choses en droit, c'est qu'il fallait le mettre en position de pouvoir préparer lui aussi sa défense, d'être informé de ce qu'on lui reprochait, ce qui n'a pas été fait. Et ensuite, les avocats ont relevé le fait que, selon les textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, une commission devait être formée dans des conditions précises qui n'ont pas été respectées par la présidente de l'Assemblée nationale, qui a pris sur elle de composer la commission qui a étudié le dossier de levée d'immunité, alors que selon les textes, cette commission devait être composée par l'Assemblée nationale et devait comporter une représentation des groupes présents à l'Assemblée nationale ainsi que des non-inscrits.
Et en tant qu'élu, il se fait que, en tant que député élu, notre président élu faisait partie des non-inscrits. Donc on a composé sans respecter cette représentation à des diverses composantes. Et il s'agit d'irrégularités suffisamment graves sur lesquelles les avocats ont fondé leur action, qui est une action en annulation purement et simplement de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Si nous disons que Olympie était un dictateur, moi j'en ai fait l'expérience personnellement. Mon oncle qui était mon tuteur à Lomé à l'époque, Emmanuel Nouboupa, qui était secrétaire général de la Juventus, a été arrêté par Olympio et mis en prison. C'est quand Yadema a fait son coup en 63 que lui aussi a été sorti de la prison de Mango. Donc ça veut dire que, et moi j'ai dû arrêter mes études pendant 2 ans à cause de cela. Donc c'est une vivante réalité. Nous on a vécu ça et c'est pourquoi ça fait mal de nous rendre compte qu'il n'y a pas de changement en réalité. Alors qu'on aurait pu s'inspirer du passé pour faire des choses un peu mieux. Et il y a beaucoup de choses que Richard a dit qui m'ont intéressé. Et il y a un point cependant qu'il vient de développer en répondant aux questions. Et quand il a dit que Aného était un port et que les choses venaient à Aného et ça servait, ça aidait à développer le Sud. Non, ce n'est pas le Sud. On a tort de penser que le Sud était avantagé par rapport au Nord. Et quand les choses débarquaient à Aného, c'était pour Aného et quelques coins. Parce que moi, je sais que moi, je suis de Togoville, hein, je ne m'en cache pas. Togoville, c'est la première capitale de ce pays. C'est un pays élevé, pas un pays Ouachi. Mais je sais que les Ouachi et les Gains à l'époque se détestaient avec passion. Parce que, bref, si on veut creuser ces choses-là, il y a eu beaucoup d'animosité. Ça fait partie de notre histoire. Il faut creuser ça. Parce que quand nos frères et sœurs du Nord estiment que le Sud était avantagé, ils n'ont rien compris. Est-ce que vous savez, moi, je suis propriétaire d'un terrain rural situé à peu près 15 km de la cathédrale. Et ce petit village a eu son premier certifié, le CEPD, il y a eu une quinzaine d'années seulement. Ce petit village a eu son premier certifié, CEPD, il y a seulement une quinzaine d'années. Bon, c'est-à-dire que l'option d'envoyer les enfants à l'école, ça a été pris par des gens qui avaient une vision, des gens qui ont fait confiance au système d'éducation que l'homme blanc a introduit chez nous et qui se sont débrouillés pour s'accrocher à ça. Moi, mon père a eu son certificat d'études en 1922, 100 ans l'année prochaine donc. Mais c'est un choix personnel, il s'est envoyé à l'école. C'est des choses dont on doit se souvenir. Est-ce que vous savez, ou alors combien de gens ici présents savent que la première Togolaise diplômée en études de pharmacie, la première pharmacienne togolaise est de Sokodé, du pays Tem, c'est une Aïeva. Bon, son père a compris vite que l'option que proposait l'homme blanc méritait d'être prise au sérieux. Il a fait les 325 km ici pour arriver à Lomé et mettre
à la disposition de ces enfants les nouveaux moyens disponibles. La première pharmacienne, elle épousait un voltaïque, enfin un burkinabé, comme on dirait maintenant, et elle est morte il y a 2 ou 3 ans seulement. Donc c'est dire que rien n'était donné. Le Sud, on a tort de croire que le Sud pouvait être perçu comme une entité monolithique et que il avait les moyens, il n'y avait qu'à se saisir de ces moyens-là. Non, beaucoup de gens ont peiné, ont sué sang et eau. Moi qui vous parle là, si je vous parlais de mon cheminement pour être à cette table aujourd'hui, très peu de gens me croiraient. Mais on laisse passer ça. Moi, je devais parler, mais merci infiniment, Richard, pour la richesse des informations. Moi, je devais parler aussi d'un petit... j'appelle mon texte « Une citoyenneté en maturation ». Je vais y aller très rapidement parce qu'il faut plutôt ramasser ça, c'est ça. Hein? Parce que on est resté assez longtemps et on a envie de partir, n'est-ce pas? Vous ne devez pas dire. Bien, alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en crise post-électorale depuis février de cette année, et chacun le sait. Et nous savons que les crises, eh bien, ça n'arrive jamais ex nihilo. Une crise est la résultante d'un certain nombre de réalités, de conditions. Et je ne vais pas m'attarder sur ça. Nous savons également que les composantes de toute société ou communauté humaine peuvent parfois avoir des intérêts contradictoires alors qu'ils partagent le même quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit ensemble au sein de la même société que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On peut avoir parfois des intérêts contradictoires, voire conflictuels. Mais il faut que, pour anticiper les obstacles au vivre ensemble, il faut éviter d'être pris de court. C'est pourquoi il faut anticiper les choses. Lorsque vous regardez sur le tableau de bord, il y a des voyants qui s'allument, on sait qu'il y a des problèmes qui sont annoncés. Donc il faut vite éviter de résoudre ça pour ne pas... Scrute avec application l'horizon des relations qu'entretiennent les différentes entités d'un groupe, on peut avant tout le monde détecter ces voyants dont je parle, qui peuvent s'allumer. Et dans ce cas, il faut engager les actions réparatrices préventives. Donc il faut en amont faire des réglages pour éviter que les crises n'arrivent. Et quand malgré les dispositions qu'on prend, des crises arrivent, il faut se dépêcher de les résoudre. C'est des crises mal réglées qui dégénèrent en conflit. Un conflit, c'est une crise qu'on a mal gérée parce que jamais de conflit ne commence comme ça sans qu'il y ait eu des signes précurseurs. Parfois on se laisse surprendre et on se dit, ah tiens, j'avais pas vu le vent venir là. Oui, maintenant je comprends. C'est-à-dire qu'après coup, on se dit, ah, je n'avais pas bien vu les choses. Vous savez, vous êtes peut-être père ou mère d'enfants. Quand d'habitude vous appelez votre fils, vous invitez votre fille à vous rendre un service, vous l'appelez une seule fois, elle dit papa, et elle vient. Et le jour où vous l'appelez papa, vous savez qu'elle est à 2 mètres, vous la voyez, vous l'appelez, et elle ne répond pas. Et vous ne prenez pas ça au sérieux. C'est 2 semaines après que un de vos frères, un oncle à votre fille vient vous dire, toi aussi,
arrête de traiter ta fille comme une petite fille. Elle est grande, elle est majeure maintenant, fais ceci, cela. Et tu dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai pu faire de si mauvais que ça? C'est là que tu te souviens que, il y a 2 semaines, je l'avais appelée, elle était à côté, mais elle n'a pas répondu. Le voyant était allumé, le signal était donné, mais vous n'avez pas donné à ce signal l'importance qu'elle méritait. Bien, comme nous parlons du Togo et de l'élection présidentielle dernière, nous savons qu'au Togo, notre opposition n'est pas homogène. Hein? Et certains de ces acteurs n'ont pas bonne presse auprès de la mouvance présidentielle. Ça, je ne vous apprends rien en vous le disant. Un parti politique de l'opposition, ce n'est pas le grand amour non plus. Vous savez, les partis politiques de l'opposition, lorsque la mouvance présidentielle en parle, voici les choses que nous entendons. Leurs amateurs, c'est des amateurs politiques. Ils manquent d'expérience en matière de gestion de l'État. Ils manquent de réalisme. Ils ne valent rien. C'est des choses comme ça qu'on entend. Lorsque la mouvance présidentielle parle des opposants, les expressions qui reviennent, comme je l'ai dit, on les connaît, ces soi-disant opposants. Ils ne sont pas sérieux, ils ne valent rien, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et lorsqu'on vous dit cela, il faut comprendre ce qui n'est pas dit. Mais en même temps, lorsque les opposants eux-mêmes parlent de la mouvance présidentielle, eux aussi, qu'est-ce qu'ils disent de la mouvance présidentielle? C'est une bande de criminels assoiffés de pouvoir et prêts à utiliser tout l'argent du peuple au fin de s'éterniser à la tête du pays. On entend ça, n'est-ce pas? Ils sont l'incarnation de la mauvaise foi, puisqu'ils n'ont pas le sens de la parole donnée. Ils mentent au peuple, dont ils détournent l'argent du matin au soir et d'un mandat à l'autre. Et maintenant, entre opposants, on ne se fait pas de cadeaux non plus. Hein? Entre opposants, c'est des choses comme, voyez-vous, ici je mets, chacun d'eux semble savoir qui émarge à Lomé 2. C'est-à-dire, vous prenez les opposants, vous posez la question à l'un d'entre eux, et il vous dira qui, parmi les autres, émarge à Lomé 2. Maintenant, quand vous prenez un des autres, lui aussi connaît ceux qui émargent. Et il y a de fortes chances qu'il mette sur sa liste celui qui dénonçait les autres. Bon, ils savent qui est la taupe la plus camouflée, et qui est parrainé à vie ou en période de vache maigre par le pouvoir, qui a passé quel accord secret dans le cadre de la prochaine présidentielle. Bref, ils semblent être au courant de tellement de choses. Mais ce qui m'a frappé le plus chez eux, c'est que chacun d'entre eux s'estimait être le meilleur candidat qui soit. Si vous voulez un candidat pour résoudre les problèmes, c'est moi. Bien. Et si vous allez en dehors d'eux, ça sera la catastrophe. Voilà où on en était quand Monseigneur Kodjo fait son intervention. Bien, là je suis obligé d'aller vite. Et donc Monseigneur Kodjo entre en jeu et grâce à son aura qui avait déjà inspiré confiance à de nombreux Togolaises et Togolaises et par voie de conséquence à des politiciens de tous bords idéologiques. Donc grâce à son aura, il inspire confiance à tout ce monde-là. Et je crois personnellement que si on me demandait de résumer sa très riche personnalité en un seul mot, je dirais sans la moindre hésitation, courage. Et je suis conscient qu'il a aussi sa foi inébranlable en Dieu
et qu'il est doté d'une vive intelligence que par humilité, il sous-estime trop souvent. Je comprends que le courage est une valeur tombée en désuétude et je suis heureux qu'il y ait convergence entre ce que mon ami Richard a dit et ce que je pense ici. Donc, le courage est une valeur tombée en désuétude chez nous depuis quelques décennies. Or, à la lumière de la vie de tous les jours de Monseigneur Kodjo, je m'aperçois qu'il s'agit là de l'une des valeurs sûres qu'il nous faut recultiver, adopter et partager si nous voulons construire un état de droit authentique au Togo. Et il est obsédé par l'idée de, je parle de Monseigneur, il est obsédé par l'idée de la candidature unique de l'opposition. Et il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir tous les chefs politiques de l'opposition pour discuter avec eux. Et ce sont les acteurs principaux de l'opposition. Maintenant, la candidature d'Agbeome a été retenue. La dite sélection fut effectuée par une équipe technique qui s'était basée exclusivement sur des directives élaborées par des Togolais aussi bien de l'intérieur que de la diaspora. C'est les membres de ce qui plus tard deviendra la dynamique Kodjo. Comment expliquer l'écrasante victoire du candidat de la dynamique? D'abord, on notera le caractère atypique du candidat Agbeome. Souvenez-vous de tout ce que j'ai dit sur ce que pense le pouvoir des opposants. Ils ne connaissent pas l'État, ils ne savent pas comment le gérer, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de la substance. Bien, voilà ce qu'ils pensent. Mais on conviendra facilement avec moi que l'impressionnant CV d'Agbeome Kodjo constitue un démenti formel à cette idée sans fondement. Ça veut dire que si je dis que le candidat Agbeome est atypique, cela veut dire que ce n'est pas le genre de candidature auquel le pouvoir était habitué. On voudrait que des gens viennent, qu'on peut liquider très rapidement, mais voilà que quelqu'un vient, il est non seulement compétent, mais il a formé un certain nombre d'entre eux. Beaucoup d'entre eux ont été membres de son cabinet. Quand il était président, beaucoup d'entre eux ont mis le pied à l'étrier sous la supervision d'Agbeome. Bien, comment pouvez-vous dire que celui-là n'a pas l'expérience qu'il faut? Donc, son CV est là, mais moi je dis que la construction de l'état de droit nécessite une transformation radicale des habitants du pays en citoyens. Transformer les Togolais en citoyens. Le problème de la citoyenneté se pose avec acuité. La citoyenneté s'arrache au prix de 1000 efforts. Elle ne s'offre pas avec ou sans condescendance par qui que ce soit, à qui que ce soit. Le courage nous est nécessaire à chaque étape du cheminement. Donc vous comprenez que je vous renvoie encore à Monseigneur Kodjo, le symbole de ce courage-là, celui-là qui avec abnégation brave tous les dangers. Et qu'est-ce que nous faisons nous? Et toujours dans le souci de gagner du temps, je vais sauter là. Qui sont les Togolaises et Togolais qui ont voté pour Agbeome Kodjo? Il vous souviendra que quelques mois avant la date fatidique du 22 février, la C14 et certaines des organisations de la société civile avaient demandé aux Togolais, ou en tout cas à ceux qui adhéraient à leur vision des choses, de ne pas aller se faire établir des cartes d'électeurs. Lorsque plus tard, des négociations avec le gouvernement aboutirent à l'attribution de 3 jours de rallonge, tout fut mis en œuvre pour que les machines de recensement tombent souvent en panne, tout au moins sur le Grand Lomé. Vous le savez, à l'intérieur
Dans certaines villes de l'intérieur, curieusement, les machines ont marché. Pas dans toutes les villes. Mais voilà que malgré tout ce qui a été mis en œuvre, eh bien le candidat Kodjo Agbeme a été élu. Ma théorie est que le courage de Monseigneur Kodjo a fait des émules sur toute l'étendue du territoire. Beaucoup de gens qui avaient refusé soit de se faire enregistrer ou alors qui pendant des années avaient refusé de voter parce que les dés étaient pipés, pensait-il. Beaucoup de ces gens-là se sont tout d'un coup retrouvés suffisamment motivés, tout simplement parce qu'il y avait un modèle vivant devant eux. Monseigneur a parcouru tout ce pays. J'ai entendu des gens de la mouvance présidentielle dire que l'opposition n'a fait que 2 semaines de terrain. Comment voulez-vous qu'en 2 semaines de terrain, ils rattrapent leur retard? Non, ce n'est pas parce que les gens ont mis des mois, voire des années à tromper les citoyens que les citoyens ne se souviennent pas. Donc, moi, je dis tout simplement que, contrairement à ce que nous pouvons penser, la plupart de ceux qui ont voté pour le candidat Agbeme, c'est ceux qui avaient leur carte. Donc, une bonne partie de la mouvance présidentielle et les autres qui n'allaient plus voter. Cela veut dire quoi? Là encore, je rejoins ce que Richard a dit. Et il y a une mouvance nationale qui est en train de prendre de l'essor. C'est que les gens se sont dit, maintenant, vu la carrure éthique de la personne qui soutient ce candidat, on peut lui faire confiance. Et les gens ont osé dire non à l'appartenance ethnique, partisane et tout le reste. Ils ont décidé de mettre au-dessus de leur personne le souci de l'alternance politique. Donc, il y a comme un basculement. Et c'est pourquoi moi, j'estime que ce qui vient de se passer est très important. Plus rien au Togo ne se passerait comme avant. Avant, les gens élisaient les candidats de leur choix, mais l'opinion de la mouvance présidentielle était la seule qui prévalait. Maintenant, ce que nous voyons, c'est qu'il y a du changement. Et le courage dont a fait preuve ceux-là qui ont voté pour Agbeme, malgré les consignes de comportement que leur parti leur ont donné, il leur faut encore une autre forme de courage. Et moi, je suis très confiant pour l'avenir. Ce qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'il ne suffit pas de gagner. Il faut ramener la coupe à la maison. Et ça aussi, les Togolais vont apprendre à faire preuve de courage, affronter les balles de ceux qu'on met à leur trousse, ceux qu'on chargera de les détruire. Mais là aussi, il faut du courage pour affronter ces balles, mais il faut du courage aussi pour dire à ces gens-là que ce n'est pas parce qu'on vous demande d'aller faire cela que vous êtes obligé de le faire. La Constitution reconnaît votre droit à la conscience, comment ça s'appelle? Il y a une expression pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez refuser d'aller accomplir ces missions qui entament votre conscience. Vous avez le droit de dire non quand on vous demande d'aller faire ce genre de mission. Maintenant, est-ce qu'ils ne le savent pas? Moi, j'ai entendu lors de l'une des rencontres malheureuses entre
les forces de l'ordre et des manifestants, j'ai entendu un enseignant de l'enseignement supérieur dire: je ne comprends pas que des responsables de parti, des femmes, mères de famille, des pères, pères de famille puissent envoyer leurs enfants à l'abattoir. Ils savent qu'en se présentant devant l'armée, ils vont se faire tirer dessus, mais ils vont quand même. Et je me suis rapproché de la personne, je lui ai dit: au lieu de dire ce que tu as dit, pourquoi tu ne demandes pas à l'armée d'apprendre à se maîtriser? Parce que en droit, c'est bien connu, hein, qui peut le pire, peut le contraire du pire aussi. Si vous avez le pouvoir de tirer sur quelqu'un et de le tuer, si vous avez un peu de courage, moral, éthique, tout ce que vous voulez, vous verrez que vous avez la possibilité de ne pas lui tirer dessus aussi. Et ça, on l'apprend à tous les étudiants en droit, ils le savent. C'est qu'il y a les possibilités possibles. Si je suis suffisamment fort pour vous gifler ici, si j'ai le courage, bon, il m'a demandé de conclure. Bien, c'est dommage, ce truc-là, ça me tient à cœur. Mais bon, ben, je vais conclure quand même. Et je voudrais tout simplement vous dire que nous avons le devoir de cultiver ou de recultiver le courage que représente Monseigneur. Parce que sans ce courage-là, l'état de droit ne peut jamais se réaliser dans nos pays. Les choses sont écrites sur papier, d'accord, mais pour que ça se réalise dans la vie de tous les jours, il faut que nous allions au charbon. Il faut que nous nous retroussions les manches, que nous affrontons les choses. Il y a trop de gens dans ce pays qui sont à l'écart de tout ce qui se passe, soit parce qu'ils se disent: ah, qu'est-ce que j'y gagne? Ah, non, 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 j'aime mon petit bonheur, mon semblant de bonheur, je m'en contente. Ou alors, bon, ben, ceux à qui ça profite, eux, ils sont là et moi, je vais me faire... Non, 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 non. Faisons preuve de courage, cultivons cette valeur qui devrait structurer nos attitudes. La réalisation de l'état de droit est à ce prix. On ne nous le donnera jamais, l'état de droit. C'est promis dans la Constitution, mais pour que ça se réalise dans nos vies, il faut que nous allions chercher ça. Je vous remercie. À vous la parole pour la bénédiction. Je remercie les sages, du conseil des sages, qui s'est exprimé sur l'histoire et la réalité de notre pays. Quant à ceux qui, ces jours-ci, se sont adonnés à disqualifier, détruire l'œuvre que le Seigneur m'a confiée, l'œuvre de pacification, de libération, je dis seulement le mot de mon maître par excellence, le Christ lui-même: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je donne ma bénédiction pour terminer cette magnifique séance où nous avons beaucoup appris de notre pays, et je souhaite qu'on puisse répéter ces conférences de presse pour notre propre formation. Voilà. Répondez maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Et dites: qui a fait le ciel et la terre?
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Quelles sont les causes de ce caractère structurel de la violence et quelles sont les solutions? L'une des principales causes, c'est un passé colonial mal soldé par les Togolais. Le fait qu'au cours de la lutte pour l'indépendance, différents partis politiques étaient engagés dans le processus de changement du Togo, mais que des partis ont été constitués sur les bases ethniques, notamment par la colonisation, notamment l'UCPN. Et que depuis cette époque, certains de nos compatriotes avaient pensé qu'ils n'entendaient pas se mettre sous la domination du reste du pays, d'autres compatriotes, une fois l'indépendance. Mais en fait, diviser pour régner, c'était le jeu de la colonisation. Et dès 1958, quand nous sommes allés au vote et que les nationalistes ont remporté la victoire, je pense qu'ils n'ont pas su rassembler tous les Togolais. S'ils avaient rassemblé tous les Togolais du nord au sud et qu'il n'y a pas eu d'exaction entre 1958 et 1963, le pays aurait connu une autre transformation, un autre avenir que celui qu'il a connu avant l'arrivée de Niassibé. À partir de cette époque, 70 jusqu'en 2020, au-delà, si vous voulez, de la gestion du pouvoir, la trame des rapports sociaux, des rapports ethniques fondés sur le tribalisme, l'exclusion de l'autre pendant de nombreuses années, mais c'était des artifices pour permettre à certains de garder le pouvoir, mais qui dit exclusion, rapport ethnique conflictuel, dit forcément violence. Et cette violence a été incarnée par l'armée qui, malheureusement, de cette époque jusqu'à aujourd'hui, a une composition qui, forcément, reflétait un peu plus une dominante ethnique plutôt qu'une composante nationale où toutes les ethnies sont représentées. Donc, je crois qu'il faut changer ça. Alors, pour la solution, je crois qu'il faut que les nouveaux dirigeants élus puissent dialoguer avec les responsables de l'armée et arriver à trouver un compromis dans le temps pour que, progressivement, nous sommes tous des Togolais, que vous soyez du sud, du nord. Être Kabyé, ça n'a aucun sens dans l'histoire. Être Igbé, ça n'a aucun sens dans l'histoire. Être Guin, ça n'a aucun sens dans l'histoire. L'Afrique de demain, à laquelle le Togo doit participer, à laquelle le Togo doit donner toute son énergie, l'Afrique de demain, nous voyons les événements qui se passent aujourd'hui. Ce n'est pas l'Afrique du Nord, ce n'est pas l'Afrique du Nord du Togo, ce n'est pas le Togo de l'Est ou de l'Ouest, c'est tous les Togolais, mais dans un mouvement d'ensemble allant vers le développement de l'Afrique. Deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que l'alternance dans un pays, c'est une valeur essentielle. Les meilleurs d'entre nous vont pouvoir diriger un pays. Le droit n'est pas là pour qu'on brime les autres. Le droit, c'est pour protéger. Et donc, forcément, quand on perd les élections, on cède la place aux autres qui fassent ce qu'ils ont à faire et que le peuple. Même, je pense que la grande leçon que nous pouvons tirer de l'intrusion de Monseigneur Kodjo dans la vie politique, c'est que pendant longtemps, nous avons parlé de réconciliation nationale, mais nous voyons qu'avec l'intrusion de Monseigneur Kodjo, le choix du candidat unique, le vol des Togolais, que les Togolais se sont réconciliés déjà dans la mesure du nord au sud. Si un candidat peut avoir plus de la moitié des suffrages dès le premier tour, alors qu'il y avait 7 candidats, c'est que quelque part, il a une légitimité qui traverse toutes les ethnies. Et c'est à cela que nous devons nous accrocher. Et c'est à cela que le président nouveau doit être attentif pour bâtir le Togo de demain sans exclusive. Que vous soyez du parti uni, que vous soyez de la CDPA, que vous soyez d'ADI, que vous soyez de l'ANC, tous les Togolais ont leur place dans la 5e République qui s'annonce avec le nouveau président. Voilà ce que merci. Bonsoir Alphonse. Bonsoir. Vous êtes un citoyen, un activiste togolais. Aujourd'hui, les sages de la dynamique, Monseigneur Kodjo, vient de faire une sortie. Comment est-ce que vous appréciez ça?
Merci d'abord. Avant d'aborder quelques réactions dans ce sens, je tiens à présenter toutes mes condoléances à ce cataclysme meurtrier qui a assoir toute la planète. Est-ce de l'anathème que Dieu jette sur tout le monde pour effondrer et effacer le monde entier? C'est encore plus regrettable que des grands pays comme l'Amérique, l'Italie, le berceau de la chrétienté, tous ces pays-là, en commençant par la Chine, où le soubresaut a commencé, c'est d'autant plus regrettable. Et mes réactions victimaires dépassent l'entendement humain, que nous mourons un peu partout, que Dieu les accueille. Que ce cataclysme-là cesse avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons confiance en Dieu. Comme médecin n'arrive même pas à trouver des palliatifs adéquats, c'est un peu dommage. Il semble que l'humanité a commis un crime de lèse-majesté. C'est sur ça que nous devons déplorer et demander la grâce divine pour qu'il puisse venir à notre rescousse. Et pour en venir à la réponse posée, c'est tout à fait normal que cette crise meurtrière a endormi un peu la conscience politique des Togolais, et ceux qui nous régentaient depuis longtemps que possible avec un maire de fer croyaient que la situation allait s'étioler. Non, ou plutôt nous sommes au regret et nous demandons la grâce divine qui nous donne le courage de nous libérer de l'ornière. Et ce que je viens d'assister comme conférence de presse, l'historicité de notre pays, vraiment il y a beaucoup d'ombre, même au banc, ce que j'ai appris chez le professeur. Tout de suite, je suis vraiment, c'est ahurissant. C'est maintenant que nous devons prendre encore un nouveau ressort et faire en telle sorte que le Togolais puisse retrouver le pavé de la paix, avoir l'esprit grégaire pour que le lion et les animaux faibles, le crocodile et les poissons, le poussin et les éperviers, pour n'en citer que ceux-là, puissent vivre dans un vivier donné, se donner la paix. Nous n'avons pas besoin de nous cogner. Nous devons lutter pour notre bien commun. Et ça doit être une alternative que tout le monde doit partager. Et ça doit être un déshydrateur partagé. Et c'est notre condition la plus absolue. Celui qui pense aller à l'envers, en tout cas, il serait en dérision politique. Et il doit penser, nous devons penser au devenir de nos enfants et faire en telle sorte que pour cette fois-ci, la victoire revienne à qui de droit, pour banaliser le chemin, pour ne pas être critiqué à l'avenir. Nous devons sauver les restes des meubles, oublions le passé. Et je me réfère à ce que Mandela a fait au Sud-Afrique. Ce que les Sud-Africains ont connu sous l'apartheid, je dis que c'est un événement drastique et dramatique. Mais à la sortie de Nelson Mandela en 1990, lorsque notre soubresaut a commencé, ce qu'il a dit, si on m'a libéré, vous qui esquivez aujourd'hui, allez chercher des arsenaux de guerre et guillotiner, porter les blancs à l'échafaudage, Mandela leur a dit, si je suis libéré, c'est pour réconcilier les noirs et les blancs. Et c'est ce qu'il a fait, il a réussi le pari. Si vous rentrez aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est un pays en développement très fort. Je te dis, c'est inouï. Un cousin est revenu la fois dernière, il a dit que vraiment il y a beaucoup de développement là-bas. Les Blancs ont su faire quelque chose. Nous n'allons jamais nous jeter entre nous les pierres. Vous savez, les politiciens, c'est de nous diviser pour trouver l'opportunité. Nous ne devons pas nous indexer. Cette responsabilité nous compte tous. Personne n'est à l'abri de l'erreur, mais ce n'est pas encore trop tard pour corriger cette erreur-là. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.